Tu t'es déjà réveillé avec un rêve tellement bizarre que tu t'es dit « Ok, ça c'est pas juste un film aléatoire, ça veut dire quelque chose ». Et là, deux réflexes apparaissent. Soit tu cherches une signification sur Internet, soit tu te dis « C'est juste mon cerveau qui bug ». Sauf que l'histoire des rêves nous montre un truc fascinant. On a presque toujours pensé que le rêve avait une fonction. La question, c'est laquelle ? Alors aujourd'hui, je te propose un voyage ultra clair. Comme comment on a appris les rêves à travers les siècles, ce que la psychologie et les neurosciences en disent aujourd'hui, et surtout, comment ça te donne des clés concrètes pour les interpréter sans recette magique. Petite chose essentielle, et ça change tout. Quand on dit un rêve, on mélange souvent plusieurs choses. Il y a le rêve en soi, ce qui se passe dans ton cerveau pendant le sommeil. Il y a le rêve vécu, les images, l'émotion, la sensation. Le rêve aussi implique le souvenir, souvent incomplet, parfois déformé, et le récit qu'on en fait, ce que tu racontes au réveil avec des mots. Et tout ça explique un truc simple. Parfois tu dis « je n'ai pas rêvé », alors qu'en réalité tu as peut-être rêvé, mais tu n'as rien retenu. Donc, quand on parle d'interpréter ses rêves, on interprète surtout ce dont on se souvient et la manière dont on le raconte. Pendant des millénaires, le rêve est vu comme un passage, un accès à autre chose, le divin, les ancêtres, l'invisible, parfois la guérison. Dans l'Antiquité, on ne prenait pas le rêve à la légère, on consultait des interprètes comme on consultait un oracle. Et il y a un auteur passionnant, Artémidore de Daldis, au IIe siècle. Il écrit un énorme manuel d'interprétation, l'Onirocritique. Mais le détail le plus moderne chez lui, c'est ça. Un symbole ne vaut pas pareil pour tout le monde. Rêver de la mer n'a pas le même sens pour un marin, ou pour un paysan, ou quelqu'un qui en a peur. Le rêve parle en images. Oui, mais ces images dépendent de ta vie. Donc déjà à ce stade de l'histoire, on a une règle d'or. Un rêve n'a pas une définition universelle, il a un contexte. Ensuite, quelque chose change. La pensée médicale arrive. Déjà chez Hippocrate, on trouve une idée surprenante. Certains rêves ne sont pas des messages divins, mais des indices sur l'état du corps. Autrement dit, ton rêve peut être un théâtre, où ton organisme te montre qu'il est tendu, épuisé ou en déséquilibre. Et là, c'est important parce que ça ouvre une autre lecture. Parfois, interpréter un rêve, c'est juste se demander « mais qu'est-ce que mon corps et mon stress ?» et c'est finalement de digérer. Et là, c'est intéressant car on arrive au grand virage moderne au début du XXe siècle, la psychologie. D'abord, Freud. Freud dit une phrase qui a marqué l'histoire. Le rêve est une voie d'accès à l'inconscient. Pour lui, le rêve est souvent l'accomplissement déguisé d'un désir, mais avec une mise en scène qui masque, transforme, déplace. Donc chez Freud, interpréter un rêve, c'est chercher quel désir est caché là-dessous, qu'est-ce qui a été censuré, et le rêve devient une sorte d'énigme à déchiffrer. Ensuite vient Jung. La vibe va changer un peu. Jung est d'accord sur une chose, le rêve parle de l'inconscient. Ok, mais il dit aussi que le rêve n'est pas juste un désir masqué. Le rêve, c'est principalement un rééquilibrage. Comme si ton psychisme disait « tu te mens sur un truc, tu ignores une partie de toi, tu vas trop dans une direction ». Et le rêve vient donc compenser. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Jung ajoute une idée puissante. Dans nos rêves, il y a des images universelles, des archétypes. L'ombre, l'enfant, la mort, l'eau, le voyage. Mais encore une fois, attention, ce ne sont pas des définitions fixes. Un serpent peut signifier la peur, ou la guérison, ou la transformation. Ça dépend de toi encore une fois et de ce que tu ressens dans le rêve. Des approches récentes, comme celle du psychologue Jacques Montangero, remettent les choses à plat. Il met en garde contre le dictionnaire des rêves, qui dirait qu'un serpent signifie la trahison, l'eau signifie la grossesse. Non. C'est sûr, c'est séduisant, mais ça écrase totalement le réel. Dans une lecture plus rigoureuse, le rêve est souvent une mise en scène de préoccupations actuelles, avec tes souvenirs, tes émotions et tes thèmes du moment. Et là, je te donne une méthode simple, hyper efficace,
Quand tu te rappelles d'un rêve, demande-toi, mais quelle émotion est la plus forte? Est-ce que, au réveil, je me souviens d'une forme de peur, de désir, de honte, de soulagement? Qu'est-ce qui, dans ma vie actuelle, ressemble en fait à ça? Et quel détail était trop bizarre dans ce rêve ou trop symbolique? Et souvent, là, c'est le cœur du message. Parce que le rêve ne dit pas «voici la vérité», il dit plutôt «regarde ça, ressens ça». Et là, Toby Nathan, ethnopsychiatre reconnu, ajoute une dimension essentielle. Un rêve n'est pas juste un événement interne. Dans certaines cultures, le rêve se raconte, se partage, se travaille à plusieurs. Il appartient au lien, au groupe, au monde. Et même si tu ne vis pas dans une société où on analyse les rêves en communauté, forcément, ça te rappelle quelque chose. Le rêve te ramène toujours à une signification. Ton rêve utilise tes croyances, ton imaginaire, ton époque. Tu ne rêves pas dans le vide. Maintenant, voyons du côté de la science. À partir du XXe siècle, une question devient centrale. Que fait réellement le cerveau quand il rêve? On le sait, grâce à l'encéphalogramme, les chercheurs peuvent enfin observer l'activité cérébrale pendant le sommeil. Et c'est là qu'un neurobiologiste français joue un rôle décisif, Michel Jouvet. Dans les années 50, Jouvet met en évidence une phase très particulière du sommeil, le sommeil paradoxal. Paradoxal parce que tout s'oppose. Le corps est profondément relâché, presque paralysé, alors que le cerveau, lui, est extrêmement actif, parfois autant qu'à l'état d'éveil. Et c'est pendant cette phase que les rêves sont souvent plus riches, plus narratifs, plus émotionnels, et surtout plus faciles à raconter au réveil. Mais Jouvet va plus loin que la simple description. Pour lui, le rêve n'est ni un hasard, ni un simple bruit du cerveau. Il propose une idée forte. Le rêve serait un troisième état du cerveau, distinct du sommeil profond et distinct de l'éveil. Selon Jouvet, pendant le sommeil paradoxal, le cerveau continue à travailler sans le contrôle du moi conscient. Ce n'est pas toi qui fabriques le rêve volontairement, c'est une autre instance psychique qui te rêve. Il parle même de rêve comme d'un mécanisme de programmation de l'individu. Le cerveau consolide certains comportements, certaines réactions émotionnelles et participe à la construction de l'identité. Alors comment interpréter ces rêves aujourd'hui? Eh bien, en arrêtant de choisir un camp. Le rêve est biologique parce qu'il s'ancre dans le sommeil et le cerveau. Le rêve est psychologique parce qu'il met en scène tes conflits et tes émotions. Il est symbolique parce qu'il parle en images. Et il est culturel parce que tu rêves avec ton monde. Donc la meilleure question n'est pas « qu'est-ce que ce rêve veut dire en général ?» mais plutôt « qu'est-ce que ce rêve vient réveiller maintenant dans ma vie ?» Si tu veux, fais un test. Demain matin, note juste 3 mots au réveil. Une image, une émotion, un détail étrange. Et tu verras, tes rêves ne sont peut-être pas des prophéties, mais ils t'amènent souvent aux bonnes questions. Alors ferme les yeux un instant, revis ton rêve, la bulle s'ouvre.